Au sommaire de ce journal, les députés nationaux ont voté mercredi contre la motion de défiance visant le ministre des Transports et Voies de Communication accusé d'incompétence et d'insubordination par les pétitionnaires. Chérubin Okende a reçu le soutien des élus de tous bords qui ont soulevé quelques irrégularités dont la procédure. Et au Nord Kivu, le village Maboya a été le théâtre d'une attaque rebelle attribuée aux ADF. Ces derniers ont laissé un carnage derrière eux en décimant le centre de santé du village. Les témoins rapportent par ailleurs la disparition d'une sœur religieuse. 7 morts, bilan provisoire. Et on va aller en Afrique, au Tchad. Les manifestants ont bravé l'interdiction du gouvernement à l'appel de l'opposition. Des centaines de personnes étaient dans la rue ce jeudi, date de la fin initiale de la transition. La manifestation a été réprimée dans le sang. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. On va ouvrir ce journal par un sujet on ne peut plus délicat en face des Congolais à Londres. Et après sa rencontre avec le roi Charles III, le chef de l'État a déclaré, je cite, « L'option de la guerre sera imposée si la diplomatie échoue ». La question de la déclaration de guerre est souvent évoquée par les politiques dans l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Qu'est-ce que cela implique? On en parle dans ce journal avec un juriste et professeur des universités, Ahmed Ousseni. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur le professeur. Bonjour mon cher Gaëtan et encore une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on ne va pas parler politique, mais plutôt science, le droit particulièrement. Vous avez suivi le chef de l'État à Londres, il a dit que l'option de la guerre n'est pas exclue jusqu'ici. Alors, l'opinion veut bien savoir à quel moment peut-on déclarer la guerre? Bon, la guerre peut être déclarée à tout moment, lorsque les circonstances le permettent. D'abord, il faut préciser que si c'est le président de la République qui l'a dit, en réalité, c'est lui le fondé du pouvoir, parce que c'est lui qui déclare la guerre, c'est lui qui peut déclarer la guerre, suivant les dispositions de l'article 86 de la Constitution du pays. Alors, le peuple peut par moment se demander, est-ce qu'il peut y avoir une différence entre l'état de siège, l'état d'urgence, déclarer la guerre, est-ce que c'est la même chose ou pas? Justement. En fait, nous sommes quand même un pays qui est organisé, qui est un pays qui a des textes, et toutes ces matières sont bien définies dans les textes de la République. Et quand vous lisez la Constitution du pays, plus précisément les articles 85 et 86, vous allez comprendre que l'état de siège et l'état d'urgence sont bien définis, où l'on dit que lorsqu'il y a la présence de toutes circonstances graves et qui surviennent de manière immédiate et qui paralysent le fonctionnement régulier des institutions du pays, alors à ce moment-là, l'état de siège ou l'état d'urgence peut être déclaré. Et au niveau de l'article 86, on dit le président de la République déclare la guerre. Il déclare la guerre, bien entendu, suivant une procédure. Après avoir entendu le Conseil des ministres et aussi après avoir entendu le Conseil supérieur de la défense. Ça, c'est la procédure. Et lorsque les circonstances le permettent, tout le monde le constatera d'ailleurs, et le président de la République convoque d'abord le Conseil des ministres, il doit échanger avec tous les membres du gouvernement. Après avoir trouvé le cutus du gouvernement, il doit aussi convoquer le Conseil supérieur de la défense, qui lui-même encore préside. Et après ça, il doit aussi impliquer l'Assemblée nationale, le Sénat, mais ici, dans le cas sous examen. Alors, monsieur le professeur, autre question, est-ce que pour les cas échéants, la RDC a une rhétorique qui est bien connue dans le monde. Nous sommes attaqués, agressés par le Rwanda, sous le couvert du M23. Est-ce que pour les cas échéants, tous les ingrédients ou circonstances sont réunis pour que la RDC déclare la guerre au Rwanda, par exemple? Bon, ce n'est pas le moment pour moi de dire que les ingrédients sont réunis ou pas. Je vous dis que... En tant qu'analyste, scientifiquement parlant aussi. Non, j'ai dit les circonstances seront bien appréciées. Les circonstances seront bien appréciées. Aujourd'hui, vous savez que le président Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir, il ne cesse de privilégier la voie diplomatique pour la résolution de tous les conflits que nous avons connus dans ces pays. Il privilégie la voie diplomatique. Et c'est même l'une des raisons qui ont motivé à ce qu'il puisse se déplacer pour Londres. Et arrivé devant ses compatriotes, il dit « Nous sommes en train de privilégier la voie diplomatique. » Mais c'est dans l'hypothèse où cette voie n'arriverait pas à réussir, c'est à ce moment-là que nous passerons à une autre phase.
Et il dit, ça c'est la phase extrême, lorsqu'on nous poussera La phase jusqu'au bout. ultime. La phase ultime. Donc c'est pratiquement l'extrémité. Donc il arrivera au moment opportun où lorsque le président de la République lui-même, ce n'est pas sur un plateau de télévision où on peut venir parler si les conditions sont réunies ou pas, les questions de la défense et les questions de la sécurité ne peuvent pas être discutées sur un plateau de télévision. Mais seulement que le peuple sache que c'est le président de la République qui peut déclarer la guerre. Il déclare la guerre lorsque les circonstances le permettent, bien entendu, après avoir entendu les conseils des ministres et aussi après avoir entendu les conseils supérieurs de la défense et aussi en impliquant le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, dernière question. Mais cela, c'est différent de l'état de siège ou l'état d'urgence. Dernière question, monsieur le professeur. Dans l'hypothèse où nous avons déclaré la guerre, je ne fais pas une fixation sur le Rwanda, nous avons tout court déclaré la guerre, peu importe le pays. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui, dans le régime normal, tel qu'aujourd'hui, va tomber? Quelles sont les mesures exceptionnelles avec lesquelles la population devra vivre? Beaucoup de mesures peuvent changer, notamment la restriction, par exemple, des libertés individuelles. C'est aussi notamment l'instauration des couvre-feux, parce que lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas permettre à ce que la population civile puisse continuer à vaquer librement de ses occupations, alors qu'il y a des faits, il y a de balles qui crépitent partout dans les coins. Donc il y a plusieurs circonstances comme ça qui peuvent changer. C'est comme aujourd'hui aussi le cas de l'état de siège ou l'état d'urgence que nous avons instauré dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires, où les libertés individuelles, certaines libertés individuelles bien entendu, sont réduites, où le couvre-feu est instauré, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs restrictions comme ça, il y a plusieurs décisions qui pourront être prises pour que la population civile ne soit toujours pas victime. Merci bien beaucoup. Sûr, dernière chose à ajouter? Oui, mais bien sûr, il faudra, donc je voulais juste insister là-dessus, qu'il y a la différence entre l'état de siège et la déclaration de la guerre. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, mon cher Gaëtan. Et après sa visite à Londres, le chef de l'État a atterri ce matin à Accra, la capitale ghanéenne, avec en toile de fond une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État congolais est accueilli par un ministre ghanéen ainsi qu'une délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Durant cette visite officielle, Félix Tshisekedi et son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, aborderont des sujets d'intérêt commun, notamment celui de la lutte contre le changement climatique en faveur d'une stratégie africaine en vue de la COP27 en novembre prochain en Égypte. Le ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement garde son fauteuil au gouvernement Sama Lukonde après le rejet de la motion de défiance contre lui. Les députés nationaux ont relevé plusieurs irrégularités dans la motion et ont voté à la majorité absolue pour le rejet de la motion. Suivez ce qu'a été l'ambiance à la plénière de la Chambre basse du Parlement dans ce commentaire de Jean-David Kilolo. C'est un ouf de soulagement pour le ministre Chéribin Okende qui a échappé des plus belles manières aux griffes des députés nationaux. Par une majorité suffisante, les députés ont rejeté la motion de défiance contre Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Après un débat houleux. Premier à prendre la parole, le porteur de la motion, le député Babanga Mpetiolo Anissé. Il a présenté le ministre mise en cause comme une personne limitée, incompétente, faisant preuve d'amateurisme dans le domaine des transports, insensible aux recommandations de l'Assemblée nationale, insubordonné, incapable d'exécuter et faire appliquer les décisions et orientations des différents conseils des ministres. Pour lui, Chéribin Okende se distingue par l'insubordination et l'incapacité à faire appliquer les décisions gouvernementales dans son secteur. Lors du débat, 37 députés se sont inscrits pour relever les lacunes dans la forme et les fonds de la motion. Dans la forme, la motion s'examine 48 heures après les dépôts, selon les règlements intérieurs. Cette initiative de contrôle parlementaire l'a été 168 heures après son dépôt. Intervenant par motion d'ordre, le député national Jacques Njoli a sollicité et obtenu l'arrêt du débat avant que Charles Naouej n'intervienne pour que la motion incidentielle de rejet de la motion de défiance ouvrant ainsi la voie au vote. À l'issue du vote, à main levée, le ministre Chéribin Okende
a été tiré d'affaire des députés pétitionnaires et a constaté la tension ambiante dans et autour de la salle. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'élégance politique, à la courtoisie et au respect mutuel, afin de démontrer que le Parlement est véritablement un temple de la démocratie. Et après le rejet de la motion de défiance, plusieurs députés nationaux ont réagi en saluant la beauté de la démocratie. À l'heure actuelle, nous sommes contents, c'est la voie de la démocratie. Quand on dit la démocratie, c'est la voie de la majorité. Le vin tiré, il faut le boire. Non, ça ne fait absolument rien. Mais c'est ça les jeux démocratiques. Ce n'est pas des... Avec le ministre de l'économie, n'a-t-il pas été de l'union sacrée? C'est tout à fait correct. Aujourd'hui, si les collègues ont estimé que non, il faut rejeter la motion pour telle ou telle autre raison que je n'aimerais pas beaucoup plus évoquer. Et ça reste comme ça. Que si on pouvait donner des cotes, le ministre Chéribé pouvait être parmi les 10 meilleurs. Je vous ai dit la raison. Il est le seul, depuis plus de 20 ans, à pu signer, à pu décrocher l'accord entre les 3 pays, la Tanzanie, le Burundi, pour le chemin de fer qui va quitter le port de Dar es Salaam jusqu'au Maniema en passant par le Sud Kivu jusqu'au Katanga. Que nous puissions reporter. Reporter ici, c'est-à-dire ne pas faire partir le ministre. Parce qu'en fait, faire partir le ministre, pour moi, je considère c'est le gratifier. Avec un bonus spécial, le laisser partir tout bonnement sans que nous puissions savoir ce qui se passe réellement dans ces ministères, ce qui s'est passé, ce ne serait pas une très bonne chose. Nous, en tant que députés et tout notre peuple, le peuple congolais veut savoir ce qui se passe dans ces secteurs, comment ce secteur a été géré et quelles sont les perspectives d'avenir. Et la série d'animation sud-coréenne Kyoka va être officiellement diffusée sur Télé 50 après quelques essais. L'ambassadeur sud-coréen a remis officiellement la licence de diffusion à Télé 50 par le biais de son patron Jean-Marie Kassomba. La licence a été accordée par la plus grande chaîne de Séoul, Arirang TV. C'est un fructueux partenariat qui s'annonce entre Arirang TV, chaîne de télévision sud-coréenne, et Télé 50. L'ambassadeur sud-coréen revient pour la seconde fois dans les locaux de la chaîne la plus suivie en RDC, cette fois pour remettre officiellement la licence pour la diffusion de la série d'animation Kyoka. Kyoka, une série qui met en avant les aventures d'une jeune fille espiègle. Le dessin animé est diffusé dans près de 100 pays du monde à ce jour. L'ambassadeur Cho Jae-chel a remis officiellement au patron de Télé 50 les documents comportant la licence accordée à la chaîne congolaise. Un motif de satisfaction pour l'ambassadeur sud-coréen en poste à Kinshasa est très actif dans la consolidation de la coopération entre les deux pays. Ces films d'animation coréens sont aimés par le peuple du monde entier. Yeah, and I sincerely hope through this animation. Je pense qu'à travers ces films d'animation, l'amitié entre nos deux pays se renforcera davantage. And again, je voudrais vraiment ici exprimer ma gratitude de voir que ce film d'animation est déjà aimé par le peuple congolais. Avec ce nouveau partenariat, Télé 50 se confirme comme une chaîne sans frontières de renommée internationale, la télévision panafricaine vitrine de la RDC dans le monde. Les images sont horribles. Les ADF ont semé la désolation auprès des civils à Maboya sur l'axe Butembo-Beni. 7 morts, des disparus et 2 structures sanitaires attaquées. L'attaque a eu lieu à 2 heures du matin, rapporte la police. Les rebelles seraient venus se ravitailler en médicaments dans le centre de santé. Les témoins rapportent par ailleurs la disparition de la sœur religieuse responsable d'un des centres de santé.
Et dans l'actualité également, les déplacés de Kwamouth reçus dans les provinces du Kwilu, Kwango et autres coins du Maïnomé pourront enfin recevoir l'assistance du gouvernement. Une délégation de 5 membres du gouvernement est arrivée hier mercredi dans le chef-lieu du Kwilu où vivent dans des conditions précaires plus de 6000 déplacés. C'est ce jeudi qu'une visite du site d'accueil sera effectuée pour la remise des vivres et non-vivres aux victimes des atrocités des affrontements Teke-Yaka. Et la suspension de la TVA sur certains produits suscite encore des réactions dans la classe politique congolaise. C'est le cas du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le professeur Godem Poi. Pour l'élu de Kinshasa, cette décision est salutaire, mais inopportune dans le secteur cimentier et immobilier car selon lui, pareille réduction aura des conséquences fâcheuses sur l'industrie locale et les recettes douanières. On l'écoute. Eh bien, je salue la baisse de la TVA dans le secteur des biens de grande consommation, mais je reste cependant sceptique par rapport au secteur cimentier et immobilier, parce que lorsqu'on baisse la TVA dans ce secteur, ça aura des conséquences assez fâcheuses sur l'industrie locale et éventuellement sur les recettes douanières. Et même encore dans le secteur des biens de grande consommation, si cette baisse n'est pas suivie d'un contrôle drastique des prix au marché, je crois que ça sera une prime à la fraude. Donc je peux me récapituler et dire que j'encourage la baisse de la TVA à ce qui concerne les biens de grande consommation, mais je ne trouve pas l'opportunité de baisser la TVA dans le secteur cimentier parce que nous avons besoin de soutenir notre industrie locale aujourd'hui très menacée par les pays voisins et même également dans le secteur de l'immobilier. Donc, lorsqu'on le fait, il faut déjà s'attendre à des conséquences, en l'occurrence la difficulté à ce qui concerne l'industrie cimentière locale et il y aura bel et bien baisse des recettes douanières. Voilà. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs devant servir à la formation des préposés au centre d'inscription. C'est le questeur adjoint de cette institution qui a réceptionné les matériels à l'aéroport international de Njili en provenance de Séoul, en Corée du Sud. Cette première livraison concerne 500 machines qui ont été reçues en 2 phases. La première arrivée à 18h et la seconde à minuit. Mandatée par le président Denis Kadima, Madame Sylvie Birembano a précisé que ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot de kits d'enrôlement venant de notre partenaire Mirou System qui nous a permis de faire des tests grandeur nature et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela, notre partenaire Mirou System vient de nous envoyer un lot important de kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Voilà l'objet de notre visite. Le premier lot vient de tomber et le deuxième lot arrive aujourd'hui même. À 0h, nous aurons le deuxième lot. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit vers la révision du fichier électoral. Ce premier lot réceptionné servira à la formation des préposés au centre d'inscription et du personnel qui va superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. Et dans un entretien téléphonique accordé à Bossolo TV, le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba a fustigé les propos qualifiés d'injurieux du député provincial Dona Chimbonge sur sa chaîne de radio à l'endroit de la gouverneure de province. Josué Muyumba estime que cette sortie médiatique est teintée d'une haine sans précédent. On l'écoute.
Je n'aime pas m'attarder sur des individus. Je préfère beaucoup plus parler des réalisations grandioses déployées par le gouvernement Masuka pour le bien-être du peuple lolabé, de Kolwezi et de tous les 5 territoires de la province en conformité avec la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monsieur que vous citez a fait le choix de ne pas regarder la vérité en face parce qu'il doit tout au prédécesseur de Masuka. Cela ne peut attirer mon attention, monsieur le journaliste. Du moins, la majorité de l'Olabé, particulièrement du Sandoa, a constaté avec satisfaction que plus d'une année après, l'école du cinquantenaire, abandonnée par le maître à penser de la personne que vous citez, les travaux ont presque touché à leur fin. Avec le financement du gouvernement Masuka, sous l'impulsion du chef de l'État. Les enseignants de cette école et ceux des autres écoles du cinquantenaire en province sont régulièrement payés par l'exécutif provincial, ce qui n'était pas le cas avant Marie-Thérèse Masuka. Et dans la province du Sud Kivu, le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Miteyo, a visité le poste frontalier Ruzizi 1 et 2, ainsi que les travaux en cours de réalisation dans la route nationale numéro 29B qui sépare la RDC et le Rwanda. Pour lui, il était question de s'enquérir du fonctionnement de services d'ordre opérationnel conformément à l'ordonnance présidentielle qui limite à 4 le nombre des services à œuvrer à la frontière. C'est une visite qui vaut son pesant d'or, celle du chef de la maison civile du président de la République, Dr Bruno Miteyo, accompagné du gouverneur Théo Ngwabidje, ici au poste frontalier Ruzizi 1er, qui sépare la RDC et le Rwanda. Sur place, le chef de la maison civile du chef de l'État a eu droit à une visite guidée pour s'imprégner du fonctionnement des services œuvrant à la frontière, quelques mois après l'inauguration de ce géant bâtiment construit au standard international. Visiblement émis des réalisations à grande échelle, Dr Bruno Miteyo n'a pas hésité de saluer les efforts de l'homme du gouverneur autrement, Théo Ngwabidje, dans son combat pour la viabilisation des points d'entrée du pays, la lutte contre la fraude et la tracasserie dans le respect de l'ordre opérationnel qu'incarne la vision du président de la République. Aujourd'hui, je suis très fier, très content de voir l'imposant et on voit pratiquement les niveaux pour les douanes, les niveaux pour la direction de migration, mais aussi des entrepôts et même la chambre froide. Les 2 personnalités ont ensuite visité la maquette de notre bâtiment moderne qui sera érigé au poste frontalier Ruzizi 2. L'architecte de la revitalisation, Théo Ngwabidje Kassi, a salué l'arrivée du géant sur scène, Fachi Béton. C'est lui qui révolutionne aujourd'hui notre pays. Vous voyez aujourd'hui les travaux qui étaient arrêtés avant son arrivée. Je vous donne l'exemple de cette route, 2,7 km ont pris 7 ans. Mais il a fallu attendre l'arrivée de Fachi en janvier 2019. Juste après, le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Miteyo, et le gouverneur Théo Ngwabidje ont regagné le centre-ville. On passe à l'actualité en Afrique et dans le monde à présent. Des violentes manifestations ont été enregistrées ce jeudi dans la capitale tchadienne, Djamena, où des centaines de personnes étaient réunies à l'appel de l'opposition pour dire non à la prolongation de la transition. La police a réprimé dans le sang les manifestations. Dans la capitale tchadienne, ce jeudi 20 octobre, des nuages de fumée noire sont visibles et des tirs de gaz lacrymogène s'y font régulièrement entendre. Bondés par des centaines de personnes qui protestent dans les rues à l'appel de l'opposition, des barricades sont dressées dans plusieurs quartiers de la ville, des troncs d'arbres, des amasses de briques et de pneus sont brûlés, ainsi sur des principaux axes de route afin d'empêcher la circulation. Des affrontements se déroulent après la prolongation de 2 ans des transitions. Cette journée marque la fin des 18 mois de transition décrétés par le Conseil militaire après la mort du président Idriss Déby le 20 avril, tué par 2 rebelles en se rendant au front. Non seulement le pays est inquiété par des heures de manifestations entre les policiers et les manifestants, mais aussi les inondations qui frappent le sud de la capitale. Plus de 34 000 personnes, dont celle-ci, mettent cette partie de la population dans des conditions précaires qui leur livrent à une circulation pénible.
Et le conflit russo-ukrainien franchit un autre cap. Le président russe a décrété la loi martiale dans les régions annexées afin de donner plus de possibilités d'agir aux militaires. Vladimir Poutine a aussi mis en place 2 paliers de sécurité renforcés dans son pays. Benjamin Mouyada. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. Le président russe Vladimir Poutine durcit encore une fois sa position de défense dans les zones frontalières en commençant par décréter une loi martiale dans toutes les 4 zones ukrainiennes nouvellement annexées à son pays. Une décision qui touche donc les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson où les militaires russes peuvent désormais faire régner l'ordre. Un pas significatif pour la Russie qui témoigne sa forte implication dans le changement des formes de la guerre en Ukraine tout en y facilitant à tout moment les interventions des fortes envergures. Sur le champ de bataille, la Russie a ordonné l'évacuation de la ville de Kherson car les troupes ukrainiennes s'y approchent de plus en plus, signalant que les opérations de frappe aérienne russes sur les villes ukrainiennes débutées en septembre sur la capitale Kiev n'a pas encore cessé. Pas plus tard que cette semaine, 2 attaques par drone kamikaze ont frappé l'Ukraine et ont endommagé plus de 30% de leur centrale électrique. À en croire Volodymyr Zelensky, le prochain hiver s'annonce mal pour le peuple ukrainien, faute de desserte en électricité. Jusqu'à là, on parle de plus de 1100 localités qui vivent dans le froid et dans le noir depuis le mardi dernier. Et en sport, cette fois pour terminer, l'association sportive V-Club joue sa qualification cet après-midi face au Real Club Kadiogo. Après la manche aller soldée sur le score de 0-0, les Dauphins Noirs veulent obtenir leur ticket ce jeudi à domicile. On voit ça avec Christian Bokaya. C'est une équipe des V-Club concentrée pour ce match important face au Real Club de Kadiogo. Après la manche aller soldée sur le score nul et vierge bénin, les Moscovites sont déterminés à sortir un grand jeu cet après-midi et obtenir leur ticket pour la phase de poule. D'abord, moral les vous m'a calmé. Cette année, il faut d'abord travailler dans la discipline. D'abord, moral vous met bien. Match aller déjà et c'est l'équipe toujours concentré. Match n'a vu sur la lobby à retour. D'abord, tout ça vous m'a déterminé. Pour ce match décisif, Raoul Chung va lancer toutes ses cartouches pour ne pas laisser d'espace à l'adversaire. Tourner la défense de Burkina Faso. Je crois que ce n'est pas un problème. Peut-être, je ne peux pas dévoiler ce qu'on va faire demain, mais c'est que certain qu'ils auront du mal. Ils auront du mal à nous battre ici à Kinshasa. Le club burkinabé ne vient pas en victime expiatoire à Kinshasa, lui qui dispute ce match de la CAF loin de son quartier général. À ce niveau, je peux dire qu'on a appris quelque chose au premier match et on a vécu quelque chose où nous ne savons pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Les jeunes aussi ne croyaient pas assez, mais le match nul, je pense que c'est un match nul qui va remonter encore le groupe et quel que soit là où on va le jouer et nous devrons repartir et chercher la victoire. Le perdant de ce match affrontera le FC Santelolupopo au barrage. Pour éviter les cheminots sur leur chemin, les Moscovites doivent absolument s'imposer face à Kadiogo ce jeudi. Place au rappel des titres à présent. Les députés nationaux ont voté mercredi contre la motion de défiance visant le ministre des Transports accusé d'incompétence et d'insubordination par les pétitionnaires. Chérubin Okende a reçu le soutien des élus de tous bords qui ont soulevé quelques irrégularités dans la procédure. Et au Nord Kivu, le village Maboya a été le théâtre d'une attaque rebelle attribuée aux ADF. Ces derniers ont laissé un carnage derrière eux en décimant les centres de santé du village. Les témoins rapportent par ailleurs la disparition d'une sœur religieuse. Et en Afrique, au Tchad, les manifestants ont bravé l'interdiction du gouvernement à l'appel de l'opposition. Des centaines de personnes étaient dans la rue ce jeudi, date de la fin initiale de la transition. La manifestation a été réprimée dans le sang par la police. Restez avec moi pour la revue de presse. On va lire les journaux ce jeudi avec Christian Kalonji qui va faire son entrée d'un moment à l'autre. Christian, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Michigan aux États-Unis grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, le ministre Chérubin Okende échappe à une destitution.
Effectivement, Gaëtan, le ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, garde son fauteuil puisque la plupart des députés nationaux, en tout cas la majorité des élus, ont rejeté mercredi la motion de défiance initiée contre ce membre du gouvernement, Samalou Koundé, encore fidèle à Moïse Katumbi Chakoué, pointe casinfo.cd. Un pavé dans la mare qui vient de tomber à l'Assemblée nationale, écrit pour sa part politico.cd. Chéribin Okende est donc sauvé de justesse par plusieurs élus face à une motion de défiance lancée par le député Anissé Babanga. Une dizaine des députés ont fustigé au cours de la plénière la nature de cette motion de défiance qui, selon par exemple Deli Sesanga, a mal ciblé la personne. De son côté, le député Daniel Mbaou a dénoncé une émotion coulée sur papier, une motion vide produite par certains députés qui veulent capitaliser les autres. Des appels des élus se sont multipliés, Gaëtan, pour que le bureau de la Chambre basse du Parlement rejette cette motion de défiance. De ce fait, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, a suspendu le débat pour rejeter la motion de défiance. Un événement, Gaëtan, qui a suscité beaucoup de réactions du côté de l'opposition. La dernière en date est celle du député FCC Félix Kabange-Numbi qui a tweeté, je cite, « Naufrage de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, la motion de défiance contre le ministre des Transports a été rejetée par l'ensemble des députés et les 63 initiateurs introuvables dans la salle au moment du vote. Échec et mat, fini l'Union sacrée. » Et puis le chef de l'État a échangé en tête-à-tête avec le roi Charles III à Londres. C'était hier, selon Radio Okapi, la consolidation des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo, la transition écologique et la situation dans l'est de la RDC étaient au centre de cette rencontre entre le roi Charles III et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a donc demandé au roi Charles III d'user de son influence au sein du Commonwealth et auprès du Rwanda en particulier pour faire cesser les actions de déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Afrique de Grand Lac, rapporte la même source. Interview.cd qui revient également sur ce sujet rapporte pour sa part que Tshisekedi s'est par la suite entretenu avec la diaspora congolaise vivant à Londres. Le président congolais a exhorté la diaspora congolaise à plaider notamment la cause du Congo auprès des autorités britanniques. Et pour terminer, inondation au Tchad, le président de transition décrète l'état de catastrophe naturelle. Bien évidemment, c'est dans un message à la nation diffusé mercredi soir à la télévision nationale que le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a décrété un état de catastrophe naturelle, rapporte Radio France Internationale.fr. Des graves inondations, Gaëtan, menacent la capitale et plusieurs villes longeant les fleuves Logon et Chari, les deux principaux cours d'eau du pays. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé aux Tchadiens qu'il fallait s'attendre au pire si le niveau des eaux continue à monter au même rythme que ces derniers temps. Après avoir décrété justement un état de catastrophe naturelle, Mahamat Idriss Déby a appelé la communauté internationale à l'aide. Ces inondations, Gaëtan, ont contraint 50 000 personnes de fuir leur domicile. Merci Christian Kalonji pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.